Alors, je vous propose de commencer déjà. Je vais commencer par une petite présentation de l'école avant donc de laisser la parole à nos intervenantes. Donc voilà, Laure, Flora et Elvira. Donc je leur poserai également quelques questions, mais soyez libres d'intervenir dans le chat. Donc on aura une session de questions-réponses à la fin de la session. Mais n'hésitez pas à envoyer des petits commentaires ou des petites questions tout au long de la session. Donc, comme vous le savez, donc aujourd'hui, c'est un événement organisé par Adatech School. Adatech School, qui est la première école d'informatique inclusive et à la pédagogie alternative. Donc, la formation qu'on propose est sur 21 mois, 9 mois en présentiel et 12 mois en alternance. Donc, on est présent à Paris et à Nantes. Donc, on ouvre notre premier campus à Nantes en octobre. Donc, les 12 mois d'alternance se font dans nos entreprises partenaires ou ailleurs. Mais aujourd'hui, on a un réseau de plus de 40 entreprises partenaires. Donc, pour vous parler un petit peu de la raison d'être d'ADA, donc en fait, chaque année, il y a plus de 200 000 emplois qui sont créés en France dans la tech. Mais on se retrouve vraiment face à un problème structurel finalement. On ne forme pas assez de développeuses et de développeurs. Donc, aujourd'hui, il y a près de 40% de postes qui sont non pourvus. Pourquoi tout simplement parce que beaucoup de personnes ne se sentent pas de s'orienter dans le secteur. Donc, à cause des stéréotypes, de l'accessibilité ou tout simplement à cause de problèmes culturels ou autres. Et donc, la raison d'être d'Adatech School est que nous souhaitons justement faire évoluer ce chiffre à la hausse pour permettre à la tech de reposer sur des talents plus diversifiés. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes et tous la chance d'avoir des rôles modèles autour de nous qui peuvent justement nous aider à nous projeter dans le métier de développeuse et de développeur. Donc, je suis très heureuse de lancer cette session de témoignages et d'échanges avec 3 développeuses aux différents parcours. Donc, on a Flora et Laure qui sont ensemble. Vous voyez voilà, sur l'image, alors je ne sais pas comment ça s'affiche chez vous, mais chez moi, elles sont en haut à gauche. Donc, Flora, qui est apprenante à Adatech School en 2e année et en alternance chez Gélismac, une de nos entreprises partenaires. On a Laure également, donc, qui est développeuse en freelance issue d'une reconversion qui était auparavant journaliste et aujourd'hui encadrante à Adatech School. Et on a également Elvira, donc, que vous voyez également, donc, voilà, qui vous fait un petit coucou, qui est développeuse chez OnePilot et qui est cofondatrice de la communauté Motiveur sur Discord que vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous inscrire. Donc voilà, je vais vous laisser chacune vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours et pourquoi vous avez choisi la tech. Alors désolée, on a été déconnectés. C'est bon? Du coup, est-ce que juste tu peux redire les questions que tu veux qu'on ait? Oui, alors du coup, je vais vous laisser vous présenter et nous parler un peu de votre parcours, chacune. Ok. Du coup, moi, je suis donc Flora. J'ai commencé la formation Adatech School en juin 2021. Et là, je suis en alternance depuis mi-mars. Donc avant, j'étais artiste plasticienne et j'avais un job alimentaire parce qu'on sait bien que les artistes gagnent difficilement leur vie. Et après, j'en ai eu assez. J'étais vendeuse en fait dans une boutique de vêtements, ce qui était à la fin pas du tout épanouissant. Et le Covid et la conjoncture très opaque vis-à-vis de la culture, en fait, m'a fait tout remettre en question. Donc, j'ai une longue pause où j'ai pu du coup réfléchir à ce que je voulais faire. Et au final, donc, j'ai choisi de faire une formation en programmation parce que pour moi, c'était vraiment une continuité vis-à-vis de ma pratique artistique. Donc, j'étais plutôt dans des médiums très numériques et que j'avais déjà un peu touché à la programmation aux Beaux-Arts. Du coup, je me suis dit que ça serait bien de croiser en fait ma sensibilité artistique avec du coup cette technique très très poussée qui est omniprésente en fait dans notre monde. Voilà. À toi. Alors moi, je m'appelle Laure. Moi, j'ai commencé dans le code aussi, mais un autre code, c'est le code civil et le code pénal, parce que j'ai
commencé par faire du droit. Ensuite, je suis devenue journaliste et je me suis reconvertie aussi au code informatique il y a 7-8 ans. J'ai commencé par faire un bootcamp qui s'appelle Le Wagon. Donc, c'est une formation intensive de 3 mois. Donc, c'est vraiment une essoreuse bootcamp. Ça porte bien son nom parce qu'on est comme ça jeté dans un univers qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas du tout scientifique. Je n'avais jamais ouvert un terminal. Donc, ça a été assez brutal, mais ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Et voilà, et depuis, j'ai continué. Alors, j'ai eu une petite période où j'ai continué à être journaliste en me demandant si vraiment je voulais tout arrêter. C'est vraiment des univers très différents. Et puis, en continuant à pratiquer, à faire des choses, j'ai vu que vraiment, plus je codais et plus j'avais envie de coder, que ma curiosité dans ce domaine-là était insatiable. Et puis après, j'ai refait une formation, et cette fois en data science. Donc, j'ai commencé avec un langage qui s'appelait Ruby on Rails. Là, je suis passée à Python. Et vraiment, c'est un univers intarissable, infini, extrêmement fascinant. Et voilà. Et donc, maintenant, j'ai la chance de pouvoir transmettre toute cette curiosité et cet enthousiasme au sein de Ada. Voilà. Merci Laure. Merci Flora. Elvira? Oui, merci pour la parole. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Alors, concernant mon parcours, on va dire que j'ai un parcours scientifique, mais ce n'est pas pour autant que ça a été aisé, dans le sens où j'ai fait un parcours, on va dire, classico-classique, avec notamment un diplôme d'ingénieur en agro, dans la qualité. Ensuite, j'ai un peu, on va dire, j'ai changé une première fois de métier pour devenir office manager. Et c'est à l'occasion justement de ce deuxième métier que j'ai pu découvrir ce qu'était un développeur. Parce que ça va peut-être vous paraître ridicule, mais, vu que je suis là pour vous parler de mon métier de développeuse. Mais il y a 5 ans, je ne savais pas du tout que c'était un métier. Absolument pas. C'était vraiment pas... C'était pas, je sais pas, c'est comme avoir l'autoroute à côté de chez soi et pas se rendre compte qu'elle est là. C'est un peu ça. Donc du coup, c'est en découvrant ce métier que j'ai commencé à un peu m'intéresser à ce qui se passait dans leurs ordinateurs un peu bizarres avec plein de couleurs écrits en français, en anglais. Enfin, on savait pas trop. Et c'est justement en m'intéressant et en étant un peu curieuse que je suis tombée dans la marmite et que je me suis dit, mais c'est pour moi ce truc. Et plus tard, en ayant fait un bootcamp également au sein de la 3W Academy, 3 mois, non plutôt 2 mois à la fin de mon bootcamp, j'ai pu trouver mon premier poste de développeuse. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 3 ans que je suis développeuse, donc j'ai eu plusieurs expériences différentes depuis. Et en fait, au cours tout le long de ces expériences, j'écoutais régulièrement des femmes sur LinkedIn venir me parler un peu de leur choix de vouloir se reconvertir et souhaitant en savoir plus sur comment j'ai pu faire, etc. etc. Et en fait, c'est là que je me suis dit, je suis toute seule et dans un week-end, il n'y a que 48 heures. Alors, on va faire un truc un peu plus grand et on va faire en sorte qu'on soit plus nombreuses pour aider le maximum de personnes possible. Donc, c'est comme ça que j'ai fondé Motiveur. Suite à cela, on a été 2 à copiloter Motiveur et aujourd'hui, je suis seule à bord. Donc, voilà, à peu près pour ma présentation. Et surtout, je suis là encore une fois ce soir, parce que c'est la deuxième fois, il me semble, que je suis chez Ada Tech School. Oui. Je suis là pour faire ce que j'aime faire le plus, c'est-à-dire vous procurer l'envie de nous rejoindre dans ce monde formidable qu'est le dev. Merci beaucoup, Elvira. Et du coup, moi, je me posais pas mal de questions sur la vie d'une développeuse. Mais du coup, c'est quoi là pour vous la définition d'une développeuse ou d'un développeur, du métier de développeuse? Alors, je sais peut-être Flora voulait intervenir, je ne sais pas, ou peut-être non, quelqu'un veut prendre la parole. Quand on me demande, je réponds un truc très simple, c'est des gens qui font des apps. Voilà. Donc comme ça, on voit tout de suite. Sinon, il y a comme ça une espèce de c'est pas... Des fois, les gens ont du mal un peu à identifier ce qu'on fait concrètement. Donc voilà, moi, je commence par le résultat.
Ah, c'est pas mal, c'est intéressant. Elvira, Flora, c'est assez similaire. Alors, pas du tout, je suis un peu perchée. Non, je rigole. Non, on va dire que, moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis une magicienne. Oh. Ou, Ah, c'est enfin, au pas choix, mal. selon mon humeur, soit je suis une magicienne, soit je suis une mécanicienne de l'ordinateur, soit je suis une traductrice, euh, parce que je traduis en langage ordinateur ce que l'humain voudrait qu'il soit fait. Mais j'aime plutôt aborder les choses dans le sens où c'est un métier où vraiment il y a à faire et la magie, elle est là, elle est réelle et tous les jours, on crée cette magie. Et donc, rien que voir mes collègues, par exemple, quand je m'amuse à créer un petit goodies un peu fun, enfin, un petit truc sympa sur l'application, quand je les vois cliquer sur le bouton et se régaler de ce qui s'est passé. Enfin, un exemple concret, à Noël dernier, j'avais pour mission de créer un goodies dans lequel tu cliquais sur une cloche et tu avais des Pères Noël qui apparaissaient, tu vois. Vous voyez? Et en soi, on se dit, bah, c'est n'importe quoi. Enfin, et moi, franchement, je me suis régalée pendant 2 jours à coder cette petite cloche qui bougeait et ces petits Pères Noël qui défilaient comme s'ils faisaient de la luge sur l'écran. Et bah, ça pouvait être ridicule parce que quand je disais à mes proches, ben voilà ce que j'ai fait de ma journée, ils me disaient, t'es sûr que tu travailles? Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la récompense est tellement belle en fin de compte quand je vois, quand j'ai vu mes collègues spammer ce bouton et toute la journée et dire oh c'est trop cool. C'est un truc trop tout bête on va se dire, mais en fait c'est ça que je cherche le plus souvent dans mon quotidien de dev, c'est de pouvoir voir le résultat palpable de ce que j'ai fait en fait. Et c'est ça ma plus grande fierté, on va dire. Merci Elvira. Bah, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est pour le coup différent. J'aime bien l'idée de la magie. Flora? Peut-être plus pour parler du quotidien, je Ouais. dirais que déjà être développeuse, c'est nourrir une relation particulière avec son ordinateur. Donc, il faut savoir que c'est quand même un métier où tu es assise, ou bon, tu peux faire debout, mais quand même toujours les yeux rivés sur l'écran. Un métier où tu es toujours dans la recherche. Bon, après, moi, je suis en phase d'apprentissage, mais c'est vrai que c'est un métier où on dit que tu es toujours en train d'apprendre. Donc, toujours aussi en train de remettre en question tes acquis, du coup. Et puis, bah, faut, je pense, aimer se casser la tête aussi, résoudre, se donner des petits challenges au quotidien. Après, c'est vrai que quand on me demande ce que je fais, quand des amis me demandent ce que je fais, j'aime bien le relier au concret, dire bah, oui, comme Laure, en fait, la personne qui, si tu es capable d'aller sur Facebook, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui ont fait des lignes de code qui te permettent de te connecter et de poster telle ou telle chose. Et aussi, finalement, c'est de se rendre compte, souvent, quand on entend des néophytes parler de l'informatique, ils disent ah ça marche pas, mais comme si en fait c'était la machine qui avait son Ouais. intelligence et son autonomie, mais en fait c'est vrai que en fait c'est nous qui codons toutes ces machines, c'est nous qui faisons en sorte qu'elles fonctionnent et qu'elles répondent à nos besoins. Et du coup au final c'est vraiment une matérialisation humaine quoi, c'est pas quelque chose d'extraterrestre, c'est vraiment nous qui faisons ça. Et moi, depuis que je suis rentrée dans ce monde, j'ai l'impression de mieux comprendre aussi comment la logique humaine se structure, voilà, comment notre cerveau fonctionne, parce qu'en fait, au final, tous les langages de programmation, c'est des espèces de calques et des abstractions de nous, comment on fonctionne. Ouais, c'est Et ça. si je peux compléter ce que disait Flora, justement, quand j'ai pas le temps d'être magicienne, du coup, j'ai toujours cette petite phrase qui fait toujours rire tout le monde. Je sais plus de qui elle est, mais je dis toujours, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui vont sur Internet et des personnes qui font Internet. Et moi, je suis de la deuxième catégorie. Ça fait rire tout le monde, mais au moins, c'est clair. Bah oui, c'est vrai que c'est clair. Et justement, ça se passe comment, une journée type d'une développeuse? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de stéréotypes. On a l'impression qu'aujourd'hui, un développeur ou une développeuse, c'est quelqu'un qui est derrière son ordinateur, qui ne communique pas. Ça se passe comment concrètement?
Si, il y a quand même beaucoup de collaborations. Enfin, moi, en particulier dans ma boîte, je dirais que la moitié du temps de la journée, c'est des calls, des réunions, de la coopération. Du coup, en fait, il faut tout le temps interagir. Enfin, moi, je suis en front, du coup, la partie visible du code, tout ce qui est côté interface. Et du coup, bah oui, faut se caler avec les backs, donc ceux qui vont gérer tout ce qui est database et tout. Faut se synchroniser avec les product owners, donc ceux qui vont donner les indications pour faire évoluer le produit. Ouais, bah ouais, je vais dire un truc là. Ouais, en fait, on est assez rarement seul quand même, parce que même quand on est en remote, on travaille sur un projet en équipe, bah, il faut faire des points tous les matins. On commence par un petit point ou le soir, ça dépend. Et puis, on fait des pull requests, c'est-à-dire qu'on envoie notre code de la journée pour que les autres le regardent. Donc, il faut en discuter. Donc, en fait, c'est vraiment c'est très souvent un travail d'équipe. Moi, personnellement, je le fais beaucoup dans mon lit quand je suis en remote, ce qui fait ça plaît pas du tout à mes enfants. Donc, enfin, je leur ai pas fait la blague selon laquelle il y a des gens qui couchent pour réussir. Moi, je me couche pour réussir. Je trouve que vraiment, enfin, j'ai un petit coussin, j'ai acheté un coussin d'allaitement génial qui me tient bien. Je suis bien à cet endroit-là. Bon, voilà, il y a d'autres gens qui vont plutôt préférer travailler à un bureau. Mais c'est quand même physique hein, de coder, donc le confort est important. Enfin, c'est intense. Et puis moi, vraiment, je peux passer, c'est la seule chose que je peux faire. Je peux coder 8 heures d'affilée sans m'être rendu compte que j'ai codé 8 heures d'affilée, en oubliant de manger, en n'ayant vraiment pas envie de faire autre chose. Voilà, c'est quand même assez... Enfin, je sais pas vous, mais... Ça s'appelle être perdu dans la matrice. Hein. Dès qu'on y est, c'est fini. C'est ça. Mais je ne dirais pas que c'est un travail solitaire, bien au contraire. Et en plus, ce qu'on peut faire, on peut le faire parce que d'autres personnes ont mis des ressources en ligne. Les développeurs se parlent sans cesse. Il y a une solidarité qui est incroyable. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait s'il n'y avait pas toute cette solidarité. Et chez Ada, par exemple, vraiment le travail est commun. Il y a les apprenantes peuvent s'appuyer les unes sur les autres. Les projets sont communs. Donc, il faut aussi apprendre à travailler avec l'autre, à l'inclure dans ce qu'on fait, à pouvoir négocier ensemble le projet, à gérer sa frustration quand on est frustré par rapport à l'autre. Et tout ça, c'est très, très important et c'est très réjouissant aussi parce que tout seul, ça serait vraiment trop triste. Ouais. Ça fait partie de la richesse de ce genre d'apprentissage. Super, merci Laure. Et pour toi, Elvira, du coup? Alors, franchement, je rejoins totalement Flora et Laure sur ce coup. On a cette image de Mister Robot quand on pense à un développeur en se disant c'est la personne renfrognée qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas la vie, qui n'aime que les machines. Alors que pas du tout, en fait, dans notre quotidien. Enfin, je dirais que j'ai le quotidien de n'importe quel autre métier, on va dire. La seule différence, c'est que mon outil de travail, c'est un éditeur de code. Voilà, c'est la seule différence. Sinon, toute ma journée, j'écris des mails, comme tout le monde. Enfin, j'ai des réunions aussi. Et comme le disait justement Flora tout à l'heure, c'est le fait de devoir collaborer avec toutes sortes de postes différents en fait, qui fait qu'on n'est pas tout seul dans son coin, on est obligé, bon, dans mon cas je suis full stack, ok, je n'ai pas forcément besoin de parler à un back ou un front puisque je fais les deux, mais j'ai besoin de parler à un product pour savoir exactement ce qu'il veut, j'ai besoin de parler à un utilisateur pour savoir le bug, j'arrive pas à le reproduire, donc explique-moi concrètement qu'est-ce que tu as fait pour que ça génère un bug. On passe notre journée à communiquer en fait. Et ça, c'est dommage que ça se perde dans l'imaginaire du développeur parce qu'on pense forcément que non, on est des personnes qui n'aiment pas les gens, on va dire. Alors qu'au contraire, on est très très heureux de pouvoir communiquer. Et comme le disait également justement Laure tout à l'heure, c'est une communauté super grande, super vaste avec énormément de projets open source.
collabore tous en réalité, et même Stack Overflow, c'est génial Stack Overflow, on en parle de ça, c'est génial, et ça, on peut même se dire, mais dans quel autre métier tu peux avoir ça, un site dédié pour avoir toutes les réponses à tes questions quand tu galères dans un projet. Parce que je sais pas si tout le monde... Oui, je veux bien. Pardon, excusez-moi, je suis tellement dans la matrice. En fait, Stack Overflow, c'est le site référence pour quand on a un souci. De toute façon, dès qu'on fait une recherche sur Google sur un problème qu'on rencontre et qu'on n'arrive pas forcément à optimiser, que ce soit l'optimisation de code ou tout simplement comprendre ce qu'on fait, les premiers liens qui apparaissent, c'est des liens Stack Overflow. En fait, c'est un sorte de forum géant sur tous les langages possibles et imaginables où les gens échangent par rapport à leurs problèmes. Donc, c'est super pratique. Et d'ailleurs, le seul jour où ça a été down, franchement, on était tous mal. Je ne sais pas si vous l'avez vécu ce jour-là, mais j'étais pas bien. Donc, non, mais tout ça pour dire que la communauté des développeurs et développeuses, bien entendu, n'est pas du tout austère, n'est pas du tout fermée. Même sur LinkedIn, même en dehors de Stack Overflow, on peut toujours trouver le moyen de communiquer, de discuter avec des développeurs avec une seniorité plus grande que la nôtre. Suffit juste d'y aller et de pas non plus y aller comme des bourrins, mais tout le monde est toujours disponible pour échanger, quoi. C'est ce que j'ai trouvé de plus fantastique dans ce métier. Oui, il y a une culture du don vraiment, parce que justement sur Stack Overflow, il y a des gens qui passent du temps à répondre même à des questions simples, mais vraiment ils prennent le temps d'expliquer, de renvoyer des liens. Moi, je trouve ça merveilleux. Donc, quel métier Ouais, donc c'est du J'ai pas encore partage. trouvé d'autres métiers où c'est comme ça. Non, c'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit commun à tous les métiers. Donc, c'est bien, il faut en profiter. C'est pas le cas partout. Absolument. Mais ça m'impressionne pas mal, justement, le fait que vous pouvez passer des heures à coder. Laure qui disait qu'elle pouvait passer 8 heures sans même manger à coder. Mais justement, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la programmation? C'est l'enquête. En fait, la programmation, on pense tous que toute la journée, on est là comme ça. On fait que taper. Et tu vois les lignes qui fuient. Non, pas du tout. En réalité, quand on a un problème, c'est 80% de notre temps est consacré à la recherche de la solution. Donc, oui, des fois, vous allez nous voir faire comme ça parce que il faut pas trop qu'on voit que. Mais en réalité, quand on est en télétravail, on est comme ça. À se demander alors comment je vais faire ce truc parce que ça a l'air compliqué, et en fait même quand on veut pas avoir cette partie réflexion, on est obligé de l'avoir en amont parce que justement c'est ça qui nous permet de gagner du temps sur les 20% restants, les 20% à coder, et c'est là que vous me voyez comme des machines. Mais sinon avant ça on passe beaucoup de temps à se demander comment on va faire. Je sais pas pour vous mesdames, mais pour moi c'est le cas. Moi, je me suis dit que le lien entre mes métiers d'avant, c'est-à-dire quand on est avocat, on cherche toute la jurisprudence qui va permettre de savoir comment un litige va être tranché. Quand on est journaliste, c'est que de l'enquête. Et effectivement, quand on est codeur, c'est que de l'enquête. Avec cette espèce de, oui, c'est ça, c'est comme un policier, quoi. Comment je vais réussir à faire ça? Est-ce que je vais réussir? C'est jamais sûr. En fait, si, on finit toujours par y arriver, mais il y a quand même toujours cette petite incertitude. Il y a plusieurs façons de faire, donc il faut trouver la meilleure. Enfin, c'est quand même très stimulant intellectuellement. Et en plus, par rapport à justement comme un métier d'écriture où finalement c'est très subjectif, c'est très évanescent. On ne sait jamais quand une enquête est finie, est-ce qu'elle va être perçue de la façon dont on a souhaité l'écrire. Là, ça marche ou ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose de très rassurant et de très cadrant et de très... C'est un peu comme un jeu, en fait. Hein. C'est un jeu vidéo. Et après, quand on aime ça, finalement, quand on a des bugs, on est super content d'avoir des bugs. Et quand on les résout, quand on les résout, on se tape dans les mains. Enfin, moi, je me rappelle avec mes collègues, quand ça fait 2 heures qu'on est là, on a envie de tout péter et qu'on y arrive, mais on se tape naturellement dans les mains, quoi, tellement on est content. Ou alors, on fait une petite danse de la joie. Mais c'est, et même le plaisir juste d'y arriver, c'est... Waouh, je ne saurais pas comment vous décrire ça, mais c'est, je sais pas, c'est l'un des meilleurs sentiments au monde, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Ouais, non, il doit y avoir un truc au niveau hormonal
Quand on respire, je pense qu'il y a un petit shot d'endorphine qui se libère. Mais ouais, c'est très addictif. Enfin, c'est vrai que moi, parfois, je me force à m'arrêter parce que le temps passe, on ne s'en rend pas compte. Et ouais, enfin, pour ajouter, oui, ce que je trouve stimulant, c'est qu'en fait, on a le but à atteindre. Le but, il est clair. Et en fait, c'est à nous de construire la route pour atteindre ce but. Et du coup, on a plein de petites briques. Enfin, certaines sont incomplètes. Et du coup, il faut chercher sur Internet comment compléter ces briques pour compléter la route pour atteindre le but. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper stimulant. En plus, c'est vrai qu'il y a plusieurs routes. On peut choisir plusieurs routes. Même, on peut trouver une première route. Puis après, on va essayer de l'améliorer. Du coup, il y a toujours ce truc de challenge et je sais pas, de design aussi pour atteindre le but. Et même pour reprendre l'image du policier de Laure tout à l'heure, on enquête sur des crimes dont nous-mêmes on peut être coupable en fait. C'est ça le plus magnifique, c'est que parfois on se rend compte en fait c'était nous. c'est ça le plus beau je trouve. Mais ça me donne limite envie du coup de me mettre à coder. Lance-toi, hein, franchement. Il n'y a pas de souci. Mais merci beaucoup. Mais du coup, en début, en intro, j'avais parlé justement de rôle modèle et qu'on en avait aujourd'hui beaucoup trop peu. Et merci d'ailleurs à toutes les trois d'intervenir aujourd'hui et de partager votre expérience. Je pense que ça va être très, très intéressant pour de nombreuses personnes ici du coup, ce soir. Et est-ce que vous pouvez citer justement des développeuses que vous admirez ou des espèces de rôle modèles que vous avez en tête? La première d'entre nous, Ada Lovelace, bien sûr. Pourquoi on ne pourrait pas la citer? C'est juste ouf ce qu'elle a fait. Même quand on voit des exemples comme Eddie Lamar, qui, grâce à ses travaux, on a le Wi-Fi aujourd'hui, c'est juste époustouflant. Et puis même d'un point de vue un peu plus proche de nous, on va dire, j'avais fait la rencontre il y a quelques mois d'Amédie Cécy. Elle est la fondatrice de Draw My Futures. Et elle, je la trouve très, très inspirante dans le sens où, en fait, quand elle s'est lancée dans l'informatique il y a une dizaine d'années, elle sortait du bac, elle a décidé de choisir l'informatique alors qu'elle n'avait jamais ouvert un ordinateur. Et ça, c'est juste, je me dis, waouh, et elle l'a fait, elle est allée jusqu'au master et elle a fait ses premières années de licence sans ordinateur en informatique. Rien que ça, je me dis, c'est fou. Et ensuite, quand elle m'a raconté un peu son parcours par la suite en tant que développeuse et maintenant fondatrice de Draw My Futures, qui permet à des personnes qui veulent se reconvertir de choisir le juste métier pour eux dans le numérique, je me suis dit waouh quoi. Et je me suis dit quand je serai grande, j'aimerais être comme elle. Avoir 15 ans de métier dans la tech, c'est waouh. Super intéressant, je ne connaissais pas, mais je vais me renseigner. Moi, je dirais que la première femme développeuse qui m'a donné un émoi, c'est une artiste qui s'appelle Vera Molnar, une artiste qui est hongroise et qui vit en France et qui est encore vivante, qui a 80 ans maintenant, un peu plus. Et en fait, c'est une des pionnières. C'est une des pionnières de l'art génératif. Donc l'art, en fait, des formes qui vont se créer grâce à l'algorithme. Et donc, vous pouvez chercher sur Google. Moi, je trouve ça hyper impressionnant parce que du coup, on voit que déjà dès le début de l'informatique, en fait, il y avait déjà des artistes qui investissaient ça. Et en plus de surcroît, une femme. Je trouve ça assez ouf. Et en plus, son travail est peu connu. Et je trouve que pour moi, cet artiste et son travail, ça condense tout ce qui me fascine dans le code. C'est vraiment le pouvoir de générer des formes ou générer quoi que ce soit. Et je trouve ça incroyable. Moi, je n'ai pas été inspirée par une femme informaticienne, mais par une journaliste qui s'appelle Amel Guiton et qui travaillait sur les hackers et toute la question de protection de la vie privée, de la façon dont l'intelligence artificielle
étaient pensées, enfin toutes ces questions autour du numérique. Et j'avais vraiment une grande curiosité envers ce domaine-là. Et il se trouve que j'ai rencontré pendant mes vacances une femme qui s'était reconvertie, enfin, qui était dans les assurances avant et qui avait fait le wagon. Et du coup, ça, je me suis dit, ah, mais il y a peut-être quelque chose qui est possible que je n'avais pas envisagé comme ça. Voilà. Et maintenant, en fait, quand tu nous as posé cette question, je me suis rendu compte que non, en fait, je ne pouvais pas donner un nom comme ça, au-delà de ceux que tu as cités, Elvira. En revanche, je suis sur Twitter énormément de développeuses qui font des trucs trop cool. Et il y en a beaucoup. Et en France, il y a notamment, enfin moi je fais du Ruby on Rails et il y a des filles qui ont lancé une newsletter qui s'appelle Women on Rails, qui est super bien faite. Il y a du code, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de culture numérique et elles s'amusent beaucoup avec ça. Et c'est à la fois très pointu et très vaste. Et voilà, c'est plutôt voilà, c'est au fil de mes découvertes, mais c'est encore un espace à explorer. Et peut-être qu'il n'y a pas assez de rôle modèle d'ailleurs en France. Oui, ouais, je pense que ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez. Et justement, bah, on crée une future génération qui bah, pourra justement inspirer plein de femmes et d'hommes qui veulent se lancer dans l'informatique et dans la programmation. Donc, bah, c'est peut-être vous, les rôles modèles. Mais en tout cas, merci beaucoup. En fait, je voulais parler d'un sujet qui est un petit peu délicat, mais on parle souvent du syndrome de l'imposteur, de personnes justement qui ne se sentent pas légitimes à leur place. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé justement, vous, après votre reconversion, ou toi, Flora, également en rentrant dans le monde professionnel? Ouais, bah c'est. Moi, je pense que c'est une des choses les plus dures à gérer. Enfin, la technique, en fait, si t'es nul en technique, juste bah, t'apprends, c'est pas grave d'être nul. Par contre, se mettre la pression parce que t'es pas assez ci, pas assez ça, ça peut être assez destructeur. Donc, il faut bien gérer son mental. Et après, oui, je pense que c'est là où, du coup, bah, être dans des communautés de femmes développeuses, bah, ça peut aider. Après, moi, j'ai la chance d'être dans un milieu très bienveillant dans mon entreprise, donc c'est pas grave si je dis des boulettes ou quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment, je pense, le plus gros danger, si on peut appeler ça un danger, ouais, d'une développeuse ou d'un développeur et même de quelqu'un de très chevronné. Hein. Ouais, c'est vrai, moi je me suis retrouvée dans des discussions avec des développeurs qui travaillaient depuis 20 ans et au bout d'un moment, le sujet est venu sur la table. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très présent toujours et bon, qui se gère en fait. Hein. Ça fait partie du métier, je pense, mais parce que en fait, comme la nouveauté est toujours présente, il y a aussi cette peur de ne pas être à la page ou d'avoir raté des choses ou qui est nécessairement présente dans un domaine qui va si vite. Après, il y a aussi, enfin, ça peut être très délétère. Enfin, moi, j'ai vu des projets où les gens n'osaient pas dire qu'ils ne savaient pas. Et alors ça, vraiment, c'est très destructeur et c'est vraiment contre-productif, en fait. C'est là qu'on fait des conneries. Et je pense que le mieux, c'est quand même d'avouer qu'on... Enfin, c'est pas grave de poser des questions, quoi. Et c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup chez Ada, de vraiment dire ce qui... Les gens sont toujours contents quand on pose des questions parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'a pas osé poser la question, en fait. Donc, en fait, on rend service à tout. Et puis moi, les gens autour de moi que je connais qui ont le mieux réussi leur vie, c'est des gens qui, quand je les connaissais avant, étaient ceux qui posaient des questions. J'en connais un notamment à la fac qui était même relou parce qu'il n'arrêtait pas. Mais en fait, il a continué à poser des questions et il a très bien... Enfin, c'est comme ça qu'il a avancé, en fait. C'est vraiment la base. Et c'est vrai que le syndrome d'imposteur peut empêcher, en fait, ce dialogue avec l'autre. Et c'est vraiment quelque chose à combattre. Mais après, il y a aussi quelque chose que j'ai spoté quand même, c'est qu'il y a une façon de mettre en avant ce syndrome de l'imposteur en disant des choses très vagues, je suis nulle, ou j'ai rien compris, ou en fait, ça dit rien, on n'est jamais nul, ou on n'a jamais rien compris. Mais c'est aussi une façon de se protéger, parce que si on est nul, il ne va rien nous arriver, on ne va rien attendre de nous. Et aussi de se protéger par rapport à ses propres peurs. Parce que c'est quand même, c'est une responsabilité, c'est un métier où on s'expose, on doit arriver à un résultat. Et il faut faire attention à ça, en fait, à se définir comme ça, parce que c'est une protection, mais c'est aussi quelque chose, ça peut être un frein.
Et sinon, bah oui, en fait, comme dans beaucoup de domaines, l'angoisse, elle est toujours un peu là, mais le plaisir est plus fort. Donc, voilà. Merci Laure. Et pour toi, Elvira, tu as connu ça également? Bah, quelle question. Mais même aujourd'hui, je l'ai encore, ce syndrome de l'imposteur. Enfin, mais on va dire que plus j'avance dans mon cheminement de développeuse, plus ça devient juste un compagnon en fait, de route que j'écoute que quand j'ai envie de l'écouter. Et encore, je l'écoute que quand il me donne de la force, parce que plus il me dit tu vas pas y arriver, plus je lui dis je vais y arriver, je vais te prouver. Mais je me suis rendu compte également que pour n'importe quel développeur, quelle que soit la seniorité, et même s'il vient d'un parcours initial, on a tous le syndrome de l'imposteur. Et en fait, ce qui m'a fait réaliser ça, c'est que un jour, j'en ai parlé à mon CTO, en lui disant, voilà, même pas en disant, j'ai le syndrome de l'imposteur, ça va pas, non, juste en disant, le seul truc qui me fait peur, c'est que je sais que mon syndrome de l'imposteur est encore plus fort parce que je vais devoir apprendre une nouvelle technologie. Donc du coup, est-ce que tu as des conseils? Et il m'a dit, t'inquiète pas, moi aussi j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai envie d'être un bon manager pour toi. Et j'étais là, ah oui, mais on va pas s'en sortir si lui aussi, là, comment on fait? Mais en réalité, je pense que je pense qu'il faut le prendre comme quelque chose de bien, en fait, parce que j'ai connu des développeurs qui n'avaient pas le syndrome de l'imposteur, ça existe. Et enfin, factuellement, quand on compare un parcours de quelqu'un qui l'a eu sans cesse et un parcours de quelqu'un qui ne l'a jamais eu, il y a une différence notable, en fait, même en termes de niveau. Parce qu'en réalité, ce syndrome de l'imposteur, non seulement il nous rend humble, dans le sens où il nous rappelle sans cesse qu'on ne pourra pas tout savoir, mais d'un autre côté, il nous challenge parce que du coup, on a envie de le faire taire, en fait. Et c'est ça qui fait que on prend les challenges à bras le corps les uns après les autres. Moi, je me rappelle, pour me débarrasser de lui, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est que dès que j'arrivais en entreprise, je faisais les plus gros projets pour lesquels je me disais, je ne suis pas faite pour ça, mais je vais le faire. Et une fois que j'y arrivais, là, je me disais, ah, ça va. Donc, ça veut dire qu'au moins, tu as déjà le niveau sur ce gros truc. Bon, on va aller étape par étape et ainsi de suite. Et vraiment, je m'en sers maintenant plus comme un levier pour me challenger plus. Que comme quelque chose qui me retient en fait. Et je suis d'accord avec Laure dans le sens où ce syndrome-là peut empêcher des personnes de poser des questions. Et en fait, si parmi vous, il y a des personnes qui sont dans ce cas de figure, arrêtez tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Ça ne sert à rien de vous dire je suis nulle. Ça ne sert à rien de vous dire... Enfin, ce qu'il faut vous dire, c'est je n'ai pas la science infuse. Je ne prétends pas tout savoir, mais je vais savoir. Voilà. Après, c'est juste mettre votre énergie dans les bonnes choses parce que plus vous passerez votre temps à lutter contre le syndrome de l'imposteur, plus vous perdrez du temps sur un apprentissage ou quelque chose d'important ou d'intéressant. Et si vous avez juste la curiosité de poser des questions, même si elles peuvent vous paraître bêtes, au final, vous n'en sortirez que plus grandi en fait. Parce que moi, j'étais la relou dans ma promo en bootcamp. J'étais celle qui posait toujours des questions, même à 18h30, alors qu'on devait tous partir. J'ai une question. mais au final, je recommande à tout le monde de le faire, en fait, parce que c'est que comme ça qu'on progresse et également qu'on se dit, bon, je ne le savais pas, maintenant je le sais et je vais le mettre en pratique et on avance, tout simplement. Bien. On a une question de Michael qui me dit vous avez observé des différences de traitement quand vous posez des questions, en parenthèse, une débutante femme par rapport à un débutant homme. Alors, ouais, alors je pense que c'est plutôt la personne qu'on a en face de nous. Enfin, je vais un peu répondre à côté de la question, pardon. Mais il y a des gens qui vous feront sentir stupide toujours, en fait, quand vous posez une question. Et ces gens-là, tant pis pour eux. En fait, ça dit plus sur eux que sur nous. Et ça, oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qu'on aime. Parfois, on préfère écraser les femmes, enfin, mais pas toujours. Hein. Ça peut aussi. Moi, j'ai vu des situations où l'idée, c'était de montrer à l'autre que vraiment, s'il ne savait pas ça. Mais bon, faut essayer de ne pas le prendre pour soi et de persister, quoi. Et vraiment, ça en dit encore une fois plus sur la personne
qui répond comme ça que sur soi. Ouais. C'est facile, hein, mais il ne faut pas se laisser écraser par ça. C'est important. Enfin, je ne sais pas si tu dirais qu'il y a une différence. Après, j'ai pas encore beaucoup de recul, mais non, moi, ça va, perso. Tu sens pas trop de différence? Non. Bah, tant mieux. Ouais. Et Elvira, tu partages Je partage le même sentiment que Flora et Laure. Je n'ai pas ressenti de différence personnellement, dans le sens où c'est plutôt valorisé de poser des questions et d'être curieux. Ça prouve qu'on s'intéresse et ça prouve qu'on veut progresser. Enfin, je trouve que justement la curiosité, c'est une des qualités principales que n'importe quel développeur devrait avoir, si ce n'est développer, en fait, tout simplement. C'est notre jus, on va dire. Sans curiosité, on ne fait rien. Donc, je n'ai jamais vu de différence de traitement par rapport à des questions. Après, il y a eu des différences de traitement sur d'autres aspects, mais ça encore, c'était même pas dans l'équipe dev que ça se passait, c'était en dehors des personnes qui vont dire « Oh, toi, t'es une femme pourtant, qu'est-ce que tu fais là ?» mais ça, je ne l'ai jamais eu dans les équipes que j'ai intégrées. C'était toujours les personnes qui n'étaient pas dev qui avaient des choses à dire. On va dire ça comme ça. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est bien que tu parles des qualités d'une développeuse ou d'un développeur. Selon vous, c'est quoi les qualités à avoir pour être un bon développeur ou une bonne développeuse? Curiosité. Ouais, du coup, tu as parlé de curiosité. T'as dit quoi, Laura? Curiosité et persévérance. Persévérance. Et attends, je cherche le mot. Méticuleuse, être méticuleux. Être méticuleux. Être pointilleux. Ah, ok. Et organiser surtout. Voilà, c'est pour organiser son code, justement, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, plus on est sur des projets qui ont une legacy, on va dire, une grande ancienneté, plus c'est difficile de naviguer. Donc, si à la base, on n'est pas quelqu'un d'organisé, ni dans sa façon de travailler, ni dans sa façon de coder, on peut très vite se perdre, en fait. Donc, l'organisation, c'est vraiment la clé, je dirais, quoi. Enfin, sans ça, c'est fini. Après, ça s'apprend, hein. Oui. On peut ne pas l'avoir été avant et par nécessité, on le devient. Oui. Absolument. Faut pas se dire que tout ce qu'on dit là, ça doit être inné chez vous. Ah oui, non, mais manquerait plus que ça, t'imagines? Bah alors, dans ma checklist. Alors, est-ce que je suis une bonne développeuse? On devrait faire un petit quiz. Est-ce que je suis faite pour ça? Et moi, j'ai envie de répondre, mais faite par quoi? Faite par qui? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire être fait? On peut se faire aussi. Il n'y a pas de bébé qui naissent avec une souris à la main, quoi. En fait, le seul truc, c'est vraiment, la seule question, c'est la question du désir. C'est ça. Et après, on s'adapte, en fait. On est très adaptable, hein, même on fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Non, c'est vrai. C'est vrai, tu es quand même passé du droit au journalisme à développeuse. Donc, au final, on s'adapte. Justement, sur l'organisation et la méticulosité, franchement, je partais pas gagnante. Hein. Mais bon, j'ai appris. Tu voulais intervenir, Flora? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, il y a on voit beaucoup de formations pour devenir développeuse, développeur. Du coup, ça engendre tout un tas de questions. C'est vrai que c'est un métier qui est un peu mystérieux. Du coup, on voit partout des tests. Est-ce que vous êtes fait pour ci, pour ça? Est-ce que vous êtes plus front, plus back? Ne vous fiez pas. Si vous faites ce test, oubliez les réponses. Vraiment, comme dit Laure, c'est vraiment le désir qui prime, quoi. Tout le reste, si vous êtes motivé, tout le reste viendra. D'ailleurs, je les ai fait, ces tests. Hein. Ouais, moi aussi. Ça disait front, hein, et je suis back. Comme quoi. Comme quoi. Et du coup, on va passer à la partie un peu, je n'ai pas envie de dire rigolote, mais intéressante, je pense, pour les gens qui sont là ce soir. C'est quoi les avantages du métier de développeuse, de développeur? Moi, je ne suis pas encore une vraie développeuse. Mais quand même, je veux dire que je n'ai pas le salaire. Non, par contre, Flo, tu n'as pas encore le salaire, mais ça va arriver, Flora. Je ne suis pas d'accord, Flora. Tu es développeuse à partir du moment où tu as touché ta première ligne. Tu l'es.
C'est pour Non, dire mais en fait, elle que... parlait du salaire. Ouais, C'est un ouais. désavantage quand même Oui, c'est vrai. qu'elle n'a pas encore, donc elle va avoir Ouais. bientôt. Ça va arriver vite. Et après, en fait, ça ouvre un tas de portes et tu peux bosser pour tous les secteurs. Et ça, moi, je trouve que c'est une autonomie au niveau du marché de l'emploi qui est vraiment géniale. Ouais, moi, je dirais ça aussi. Je dirais qu'en plus, c'est un savoir que l'on peut exercer partout. Enfin, c'est une compétence qu'on peut exercer dans le monde entier. Parce que le code, c'est un langage universel. Voilà, il suffit de parler anglais et du JavaScript, ça sera le JavaScript pour tout le monde. Tous les langages, en fait, sont partageables. Donc, ça arrive souvent de travailler avec des gens qui sont à l'autre bout du monde et c'est génial. Ça permet de faire des rencontres ou de découvrir des choses qui se passent à l'étranger, pas forcément en France. Il y a un côté, si on est en freelance, on ne sait pas de quoi demain sera fait, sur quel sujet on va travailler, on va découvrir des univers nouveaux. Et puis, oui, surtout quand même, c'est très bien payé et c'est important Bien en sûr. termes d'autonomie et en termes d'autonomie et de fierté de faire ce qu'on fait. Le salaire, c'est important. Bien sûr. Tu partages ça, Elvira aussi? Ah je peux pas dire le contraire, entre ma vie d'avant et aujourd'hui, je suis presque au double, on va dire. Et c'est vrai que c'est pas, c'est pas, comment dire, quand je me suis lancée, je pensais pas du tout au salaire, mais en vrai que c'est un avantage indéniable et intéressant pour tout le monde. Après, l'autre avantage que je trouve aussi, et je vous rejoins, Flora et Laure là-dessus, c'est que, bien sûr, on peut travailler avec n'importe qui dans le monde, mais on peut aussi travailler de n'importe où dans le monde. Et sans compter qu'on peut... notre métier s'adapte à tous les métiers, on va dire. Donc, du coup, on peut travailler sur des problématiques clients, commerciales, peu importe, ou même sur des produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Dans mon parcours, par exemple, j'étais 1 an dans la finance, puis j'ai été dans les logiciels achats et maintenant je suis dans le service client. Rien à voir. Mais je trouve que c'est ça aussi qui nous enrichit à mesure qu'on avance, puisqu'on se nourrit des autres métiers et on comprend aussi leurs problématiques. Et c'est là que nous aussi, on se sent valorisés parce qu'on apporte une solution à leurs problématiques métiers. Donc, et puis, bien entendu, le fait juste de pouvoir aimer, quoi. Je ne sais pas vous, mesdames, mais depuis que je suis développeuse, mais je me lève le matin avec une banane, mais d'enfer. Les gens, ils doivent penser que je suis tarée, mais quand je suis dans le métro, j'ai un sourire. Ils ne me quittent jamais, quoi. Alors que parfois, dans mes anciennes vies, il y avait des jours où j'étais pas forcément heureuse, on va dire, mais quand on se retrouve dans un métier qui nous plaît à ce point, ça change vraiment tout, quoi. Et j'ai moins de cheveux blancs aussi. Mais ça change vraiment tout, quoi. Je ne saurais pas quoi dire là-dessus, mais en tout cas, si parmi vous, il y a des personnes qui hésitent à se lancer ou qui se disent c'est peut-être pas pour moi, je vous dis, croyez ce que votre intuition vous dit et votre instinct vous dit et suivez-le jusqu'au bout, en fait. Si ça a été mon cas, tout le monde pensait que j'avais pété un câble. Elle va être développeuse, oui, ça va être vite réglé. Elle va vite revenir en pleurant. Et en fin de compte, j'ai bien fait de pas écouter et de juste me dire tu vas travailler dur, tu vas y arriver. Et aujourd'hui, je pourrais dire que je vis une vie absolument géniale, je trouve. Franchement. Merci, Elvira. Je suis d'accord que, en fait, je me suis fait la remarque que, en fait, je me lève le matin, j'ai envie de m'y mettre tout de suite. C'est voilà. pas même. Exactement. Même quand c'est quand même super. Mais même quand c'est un projet qui nous a embêtés pendant une semaine et qu'on sait très bien qu'on n'a pas envie d'y être sur ce projet parce que c'est une prise de tête monumentale, mais en fin de compte, on est quand même heureux en fait d'ouvrir son ordinateur et de se dire allez, qu'est-ce que je vais pouvoir mijoter aujourd'hui. C'est fantastique, quoi. Comme ça, c'est pas facile tout le temps. Des fois, on est un peu cyclotimique des fois. Quand ça marche, c'est cool. Quand ça marche pas, on est un peu de mauvaise humeur.
Ah ben absolument, absolument. Enfin, quand ça marche pas, moi je suis en Hulk mode. Voilà, je suis toute verte et j'ai envie de tout casser et je fais la gueule. Mais en dehors de ça, enfin, quand on compare à nos anciennes vies, enfin moi quand je compare à mon ancienne vie, de quand ça allait pas, même les jours où ça allait, j'étais pas aussi heureuse. Enfin, Ouais, c'est surtout ce parallèle-là que je voulais faire. merci. Et si vous aviez un petit conseil, du coup, pour finir, à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer, justement? De se lancer et de venir voir des développeuses ou des développeurs comme moi, comme Laure, comme Flora, enfin, d'aller parler à des gens qui sont de ce métier, juste d'être curieux de comment ça se passe dans la vraie vie, on va dire, de dev, mais surtout de s'entraîner, en fait, de travailler dur. Enfin, même si vous faites un bootcamp, travailler, enfin, ça finira par payer. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment c'est un métier qui s'apprend en faisant. En fait, ça sert à rien de lire des choses ou de regarder des tutos. C'est un métier très pratique, en fait, très concret. Presque un travail ouvrier ou artisan. Ah, mais c'est ça. Et, pour savoir s'il y a une hésitation, la moyen de la lever immédiat, c'est d'aller sur des plateformes comme FreeCodeCamp, qui est très bien faite, ou Codecademy, de faire une petite track et de voir si c'est supportable. Voilà, si c'est supportable, allez-y, parce que de toute façon, ça sera beaucoup mieux au sein d'une école et avec d'autres gens, et on ne sont pas seuls. Et surtout, il ne faut pas rester seul, en fait. Il faut vraiment essayer de rencontrer des gens, c'est le plus important. Même après. Ouais. Absolument. Et pour toi, Flora? Ouais, elles ont tout dit. Mais après, c'est vrai que pour moi, l'une des hésitations, c'était aussi l'investissement financier. C'est vrai qu'on est au chômage, parfois, payer une formation, on ne sait pas trop ce que ça va donner ou quoi. Alors, c'est vrai que l'école, c'est quand même un super support parce que du coup, il y a une communauté, il y a une entraide. Mais surtout, n'hésitez pas à regarder sur le web. En fait, il y a plein de plateformes en ligne gratuites pour vous entraîner à coder. Donc, commencer comme ça. Et c'est vrai que c'est par la pratique. Faut se lancer, il faut se jeter à l'eau et ça va bien se passer. Et je peux même compléter ce que tu disais, Flora, parce que même si on est en école, il ne faut surtout pas hésiter à aller regarder les autres plateformes et les autres cours et les autres, parce que ça nous donnera toujours une autre perspective. Et quand on n'y connaît rien, on a besoin d'avoir plusieurs visions différentes pour pouvoir juste se dire, bon, allez, est-ce que j'ai compris? Est-ce que, vu que j'ai plusieurs sources différentes, il y a peut-être moyen de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que c'est ça qui pourra aider aussi, quoi, que juste de se contenter de l'école et de se dire ce que j'apprends à l'école, c'est non, pas du tout, c'est pas comme l'école d'avant. Où il suffisait juste d'apprendre ses conjugaisons et c'était fini, quoi. Non, du tout, il va falloir aller un peu plus loin. Merci beaucoup à toutes les trois. Donc, on va passer aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc là, il y a Valérie qui a posé une question. Donc, pour avoir un aperçu, combien de temps codiez-vous le soir en dehors des cours de la journée à l'école? C'est une très bonne question. Alors moi, je vais vous répondre à ce qu'on nous a dit. Ne codez pas après l'école et ne codez pas le week-end. Il faut savoir se reposer. Après, je ne veux pas dire que je ne l'ai jamais fait, parce que des fois, quand tu as une question qui te taraude, tu as envie de chercher. Tu peux avoir des projets perso aussi, et c'est bien, mais faut aussi se laisser le temps de se reposer, parce que en fait, vous allez voir que même quand vous ne codez pas, votre cerveau, là, il a quand même une sous-tâche qui est en train de tourner, et ça tourne. Et en fait, le fait aussi de reposer, parfois, moi, des fois, je pose un petit peu, et je reviens, je dis, ah, mais en fait, mais c'est ça, mais je suis trop bête, en fait, c'était tout bête. Donc, le temps de repos est aussi profitable que le temps de travail. Et aussi, ce qui est très drôle, c'est que les nuits des codeurs et des codeuses peuvent être assez marrantes aussi. Je me souviens que, voilà, la première semaine, j'avais des images de terminal dans mes rêves, c'était l'enfer. Ça tournait en boucle. C'est vrai. Et on rêve de code, en fait. Non, mais c'est marrant parce que tout à l'heure, une apprenante d'ADA m'a dit ça. Elle m'a dit, j'ai fait une sieste midi et j'ai trouvé la solution. Oui.
Mais c'est vraiment comme ça que ça marche, hein. Ouais, vraiment. Incroyable. Donc, on a une question de Laure également qui dit quel a été votre plus gros challenge à relever jusqu'à présent? Moi, c'était la candidature pour l'alternance. Donc, avec tout le tintouin. Ouais, j'ai eu la totale. J'ai eu donc l'entretien, le premier entretien avec c'était quoi, un VP engineering, enfin je sais plus, head of tech, enfin bon, il y a des noms comme ça. Donc voilà, après il y a le test technique, après un deuxième entretien pour rencontrer des devs et poser des questions sur le test. Et après, troisième entretien avec le CTO. Du coup, ouais, c'était pas mal. Et ce qui fait le plus peur quand on débute, c'est vraiment le test technique. Et en fait, j'ai vraiment trop apprécié de faire ce test parce que c'était pas juste un tout petit exo que je devais faire dans un temps imparti. Ils m'ont donné le temps que je voulais et en fait, je devais faire une visualisation de données à partir d'une API de Rick et Morty. Donc, c'est la petite série, voilà. Ouais. Donc, l'API, en fait, elle me donnait des données que je devais mettre en interface. Et c'était vraiment un super projet qui m'a vachement appris. Donc, voilà. Ouais, c'est bien quand ça se passe comme ça, en fait. Quand c'est des projets à faire, c'est beaucoup plus concret que d'être en live code, ce qui peut être un petit peu impressionnant. Et c'est vrai que souvent, les développeurs disent que le plus gros challenge, c'est les entretiens techniques, en fait. Ouais. Plus que la pratique, parce que quand on pratique, on sait qu'on va y arriver. Mais d'être comme ça, évalué de façon un peu artificielle, parfois c'est compliqué. Moi, je dirais, j'ai pas un gros challenge comme ça en tête. Là, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, il fallait inventer un builder de page, hein, c'est-à-dire permettre aux gens qui allaient administrer le site de construire n'importe quelle page du site au moment où ils le voulaient, pour justement pas être dépendant de l'informaticien. Et en fait, c'était une des parties du projet. Et vraiment, au début, je n'avais même pas le début de commencement d'une idée de comment on allait faire ça. Et puis, voilà, en fait, on le fait. Mais ouais, il y a toujours des solutions. Et puis, au bout d'un moment, ce qui est bien, c'est qu'on a cette confiance-là. Au bout d'un certain moment, quand on a pratiqué, quand on a débugué, ce qui vient, c'est pas grave, en fait, parce qu'on va trouver une solution. Ouais. Et c'est là que vraiment le plaisir arrive. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou peut-être qu'Elvira, tu vas intervenir également? Pour la première question, je ne suis pas un exemple à suivre, donc je ne vais pas intervenir. Pas du tout, j'ai fait tout le contraire. Mais si l'école me disait il ne faut pas travailler le week-end, je travaille tout le temps, jusqu'à ce que j'ai mon premier poste. Et pour le deuxième, le plus gros challenge, je pense que c'était récemment. Bon, j'en ai deux en tête. Le premier, c'était mon premier poste. Je devais mettre en place PayPal avec du paiement en plusieurs fois. Donc, comment vous dire, j'avais jamais fait de programmation orientée objet avant, ni fait de solution de paiement. Du coup, pour moi, je me disais, ça faisait un jour que j'étais là, je me disais, bon, c'est bon, ils vont me virer. Et le dernier en date, où vraiment là, je me suis dit, bon, voilà, là, tu vas vraiment être sacrément challengé, c'est quand j'ai dû passer de rien savoir de React à coder en React, là, récemment. Mais après, après, c'est mon choix aussi. Hein. J'ai choisi cette boîte parce qu'il me permettait justement de pouvoir passer sur du React. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas évolué dans un langage que je ne connaissais pas du tout. Même pas un tout petit peu, on va dire. Et ça a été mon plus gros challenge aujourd'hui. Mais je suis contente parce que j'apprends à aimer React maintenant et j'aime beaucoup. Ouais, des fois, la courbe d'apprentissage pour certaines choses est élevée. Et après, une fois qu'on est sur un terrain qu'on a compris, c'est assez agréable. Mais il faut aimer ça, en fait. Il faut vraiment aimer... faut aimer être mal à l'aise, on va dire. Être inconfortable, on va dire. Inconfortable, ouais. Mais c'est un inconfort confortable. Il y a un truc. Oui. Bon, on se plaint, mais on est quand même content d'y aller. Donc, on a Émilie qui nous a quittés. Donc, au revoir, Émilie. Je
sais pas si elle est partie ou pas encore, Oui, mais elle est en tout partie. cas, merci beaucoup et elle vous remercie justement pour cet échange. On a une question de Michael également qui dit avez-vous eu un coup de cœur pour un langage de programmation? Alors moi, oui, vraiment, très clairement, Ruby on Rails, j'adore toujours. Enfin, ouais, j'ai des petits cœurs dans les yeux quand j'en parle, parce que je trouve que c'est un langage très humain. Bon, aussi, c'est mon premier amour, donc c'est peut-être pour ça, hein. Mais en plus, je trouve que c'est un langage vivant parce que c'est vraiment une langue vivante. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus et qui font des choses formidables. Et je pense qu'il y a un potentiel énorme. Et là, très récemment, enfin cette année, il s'est passé énormément de choses qui rendent la vie des développeurs vraiment beaucoup plus facile. Et ils sont même presque en train de réinventer le JavaScript, en tout cas de se passer du JavaScript avec d'autres méthodes, Turbo, Stimulus, enfin, ça ne vous dira rien pour l'instant, mais c'est assez passionnant ce qui se passe et on peut faire des choses formidables en quelques lignes de code. Donc ça, c'est vraiment génial. Et j'aime aussi beaucoup Python qui est un peu du même genre. C'est un langage très, très proche du langage humain. Voilà. Ok. Moi, je peux pas dire tout. Je suis encore dans la phase où peut-être ça durera tout le temps. Je sais pas où tout m'intéresse. Donc, moi, je code en JavaScript avec le framework Vue.js. Bah, j'aime bien JavaScript, mais bon, demain, si on dit tu vas faire du Python, je serais très contente aussi. Pas de souci. Et Bah, toi, Elvira, un coup de cœur? bon, après, oui, peut-être PHP, parce que ça fait longtemps que je suis sur PHP, mais en réalité, je suis spécialisée PHP, on va dire, parce que ça fait plus de 2 ans que j'en fais, mais je suis prête à quitter PHP aussi. Enfin, j'évite de m'attacher ou d'avoir un coup de cœur pour un langage, tout simplement parce que je suis développeuse. Je ne suis pas développeuse spécialisée PHP, je ne suis pas développeuse React, je suis développeuse, donc le jour où PHP va mourir, ben, je serai encore là et je serai là pour prendre la relève. En fait, je me dis que c'est comme la biologie, c'est tellement vivant que si je m'attache et que ça finit, ben, je risque de partir comme certaines personnes qui font la guerre JS-PHP, qui est le meilleur. Ben, voilà, je risque de partir dans ce genre de considération, alors que en réalité, je pars du principe que chaque langage a quelque chose à t'apporter et qu'on devrait réfléchir la techno par rapport à ce qu'elle peut nous apporter dans un projet et pas par rapport au fait qu'on l'aime plus ou qu'on aime plus la syntaxe ou autre. Enfin, je trouve qu'à partir du moment où on cerne bien la logique en programmation, on peut aller sur tout en fait. Mais seulement, il ne faut pas se bloquer parce que le jour où c'est fini, ben, ça va être compliqué. Oui, c'est un des avantages que les apprenantes chez ADA ont, je pense, par rapport à d'autres écoles, c'est qu'elles ont vu plusieurs langages et donc finalement, elles deviennent bilingues et c'est très important pour pouvoir s'adapter et aussi, finalement, à chaque fois qu'on apprend un nouveau langage, ça permet de mieux comprendre les langages qu'on a appris avant. Vraiment, ça se nourrit comme ça. Il y a quand même des choses très transverses et ça, voilà, plus on en apprend et plus on a une culture qui nous donne de la puissance de réflexion, je trouve. Très bien dit. Et on a une question de Laure qui dit on m'a conseillé de me pencher dès le début sur l'algorithme, car c'est hyper important apparemment. Vous me confirmez? Oui. Ouais, mais alors moi, je ne commencerai pas du tout par ça, hein. C'est comme si on disait, enfin, c'est mon point de vue, hein, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais c'est comme si, pour moi, ça renvoie aux méthodes d'apprentissage d'un instrument très française. On n'a toujours pas compris que, ok, c'est bien d'apprendre le solfège, mais il faut jouer aussi. Et ok, oui, il faut apprendre, c'est bien de connaître l'algorithmie, notamment pour passer ces fameux entretiens, mais bon, faut pas commencer par ça parce que ça va, c'est trop, enfin, c'est abstrait, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Les bases, les boucles, etc. ouais. Bah, Oui, déjà, les boucles et les if, c'est de l'algo. Hein. ouais, c'est ça, oui, en fait. Mais après, tu peux le faire sans encoder. Enfin, il y a des jeux qui permettent de travailler ça. Mais c'est un tout, de toute manière. Enfin, je ne sais pas s'il faut privilégier quelque chose dès le début plutôt qu'autre chose. Il faut se laisser. Moi, je pense qu'il y a un truc qui t'attire, tu vas, en fait. N'importe quelle porte d'entrée est valable. Ouais, suivre sa curiosité, c'est toujours une bonne solution. Alors, on va peut-être du coup prendre une dernière question. Est-ce que vous avez une dernière question avant de clôturer?
C'était tellement bien que vous n'avez rien à dire. Je sais qu'on a des personnes aussi présentes dans la salle à côté, donc si vous souhaitez Ouais, mais poser une question. je vais demander, mais non. Ah. de la présenter. Voilà, bonjour. C'est ma sœur pour la petite histoire. Ah bah voilà, donc on a la sœur d'Indira qui est parmi nous également. Écoutez, donc on va clôturer. Elle n'a pas besoin de poser de questions en fait, elle a tout à domicile. Ah bah oui, elle a Elvira à la maison. Non, mais surtout qu'elle est dev aussi, donc ah oui. Je pense qu'elle n'a pas besoin. On ne fait pas les mêmes langages en plus, donc. On te fera intervenir la prochaine fois. Elle aurait dû participer. Tu n'as pas quelque chose à rajouter, toi, sur ton... Tu veux pas... Ah, le piège. Non, mais juste pour la question par rapport aux algorithmes, j'avais juste parlé un petit peu aux autres intervenantes. Moi, je pense qu'il faut quand même apprendre les bases parce que des algorithmes, c'est-à-dire tout ce qui est boucle, tout simplement parce que c'est ça qui est nécessaire pour un site un petit peu moderne. Voilà, juste les bases. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut d'abord essayer, se lancer, commencer avec du CSS, du HTML, créer ses propres sites, prendre goût au métier parce que j'aime bien le mot, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pareil avec le développement web, c'est en développant qu'on devient développeur. Donc voilà, et ça peut amener de la frustration aussi d'être que sur des algorithmes parce que des fois, en fait, c'est compliqué et c'est comme on en parlait tout à l'heure, Laure, des courbes d'apprentissage, et en fait, au début, ça va être difficile, mais en fait, à force d'être dedans, d'en faire, etc., à gauche et à droite, de voir un petit peu cette logique, de commencer à comprendre, il y aura un moment où il y aura un déclic, et on va dire « Ah, ça va faire un mois que je suis là-dessus, mais en fait, c'était juste ça. » Donc, il faut se lancer, créer ses sites, créer ses projets. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bootcamp que j'ai fini il y a un mois, et en fait, je ne recherche pas vraiment d'emploi, mais ce que je fais, c'est que je travaille sur des projets. C'est ça qu'il faut. Je fais vraiment, mais pas des projets personnels, c'est vraiment un vrai site, etc. Et moi, j'encourage tout le monde à faire ça parce que c'est comme ça que la passion naît. À force de faire un truc qui nous plaît, on est à fond, on a la motivation et en fait, ça nous donne le fuel qui est nécessaire pour y arriver. Voilà. Merci J'aurais beaucoup. pas dit mieux. Super intervention, merci beaucoup. Une petite intervention surprise, mais géniale. Merci. On a une dernière question. Donc, je vous propose qu'on prenne celle-ci et qu'on clôture. Alors, quand vous devez vous former à un nouveau langage, vous avez l'occasion de le faire sur le temps de travail ou ça se fait exclusivement en dehors? Sur le temps de travail, pourquoi autrement? je veux dire, si l'entreprise vous demande de devoir apprendre un nouveau langage et que vous êtes j'allais dire en anglais, keen, vous voulez le faire, dans ce cas, il faut juste être au clair sur le fait que ça se passera en entreprise, mais jamais une boîte va vous demander d'apprendre un langage, ou alors c'est pas une boîte super, mais on va pas vous demander d'apprendre un langage sur votre week-end, ça n'a pas de sens. Vous partagez ça, Flora et Laure? Pour donner un exemple, nous dans notre boîte, tous les mardis et les jeudis, on a un temps de guilde, de guilde front. Donc, on se rejoint toute la matinée entre front et on parle soit sur des sujets bloquants, soit de tout et n'importe quoi. Et tous les vendredis, une fois sur deux, sont dédiés, c'est des Tech Friday Parties. Donc, en fait, on fait ce qu'on veut. Ça peut être des projets perso. Tu peux bosser en binôme avec qui tu veux, diguer une techno en particulier. Et ça n'a pas forcément besoin d'avoir rapport avec le travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui font ça. J'ai l'impression. Okay. Après, quand on est en freelance, forcément, c'est sur le temps. Oui. Mais bon, ça fait partie du boulot, en fait, aussi, quand même. De maîtriser plusieurs technologies, de pouvoir en parler. Ça fait partie de l'entraînement, comme un entraînement sportif avant le match, en fait. Donc, on a une dernière question de Laure qui a été envoyée en même temps que celle de Camille. Donc, bon, on va dire qu'on la prend. Que pensez-vous du no-code? C'est vrai que ça revient assez souvent. Je sais pourquoi elle pose cette question. Je sais pourquoi elle pose cette question. Dédicace à Elvira, parce qu'on avait eu cette conversation il n'y a pas longtemps.
Il y avait une personne, une connaissance d'Elvira, qui lui a demandé tu penses quoi du no-code? Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te prenne ton travail et que ce soit terminé? Et elle a eu une phrase qui a rendu cette personne bouche bée. Comment est-ce que tu crois que le no-code est créé? Il faut des développeurs pour créer le no-code. Donc, juste pour ça, mais pour dire que le no-code, c'est super dans le sens où les personnes qui ne sont pas dev, il faut quand même leur donner une solution parce que ça coûte cher de payer un développeur, même freelance, etc. Et donc, c'est bien d'avoir cette solution-là. Mais après, c'est bien, mais c'est restreint pour moi, c'est comme WordPress. C'est que vous pouvez faire un site sur WordPress, ça va être génial, mais après, au moment donné, si vous voulez monter en complexité, rajouter certaines features spéciales, ça va être compliqué sur WordPress. Il va falloir là aller vers un développeur. Donc, c'est bien le no-code si vous faites un restaurant ou ce que vous voulez, mais si vous voulez faire une vraie application mobile complexe avec des algorithmes de fou, ça va être compliqué avec le no-code. Ou alors payer des plugins créés par des développeurs. Du coup, en fin de compte, vous aurez toujours besoin de développeurs. Donc, question suivante. Oui, je dirais ça aussi. Je dirais que ça concerne une partie du développement. Mais dès qu'il y a un peu de complexité, de toute façon, il faut quand même des développeurs. Donc, c'est très bien que ça existe. Il y a même des développeurs qui l'utilisent. Là, il y a un des apprenants qui fait des podcasts, Bruno, qui a fait beaucoup de podcasts sur le sujet parce que ça le passionne en ce moment. Mais voilà, c'est un des aspects du code. On ne peut pas tout faire avec, mais c'est intéressant. Voilà. Je ne sais pas si c'était vraiment ça la question, mais ça n'empêche pas d'apprendre à coder, en fait. Hein. Enfin, il y aura toujours cette frustration, même en utilisant du no-code. Je pense que c'est plus facile déjà à utiliser si on sait un peu coder. Et puis, ça n'apprend pas à coder, en fait. C'est juste un outil. C'est autre chose encore. Merci à tous déjà d'être présents et merci Laure, Flora et Elvira pour votre intervention. Enfin, c'était super motivant, très inspirant. Merci à toi, Khalida. Donc, il y a Laure du coup qui vous remercie. Voilà, super témoignage. Mickaël également. Merci à tous.